Chers bien-aimés frères et sœurs en Issaïa, bonjour et bonsoir. Bonjour à tous nos frères de par le monde, à travers l'Asie, à travers l'Océanie, à travers l'Europe, à travers notre mère Katiopa Kemet, Afrique Bantou Israélite. Bonjour et bonsoir à nos chers Amériques, en particulier nos Caraïbes, Antilles, Haïti chérie. Bonjour et bonsoir tribu de vie. C'est le numéro sur les 3 dernières batailles pour arriver à l'indépendance, non pas l'indépendance d'une nation, non pas l'indépendance d'un peuple, mais l'indépendance, liberté pour toute l'humanité, pour tous les hommes sur cette planète. Dans une mise en contexte, nous voulons d'abord signaler quelque chose, c'est que il y a des gens qui nous disent mais pourquoi vous faites pas, on aimerait bien que ce soit des émissions en créole. Oui, certes, oui, on est haïtien et moi je peux vous garantir que c'est pour moi toujours de la difficulté de m'exprimer en français ou en anglais, quoi que ce soit, dans le sens que moi, la seule langue qui m'intéresse, c'est mon créole, c'est mon haïtien à moi. Mais vu que cette émission est regardée de par le monde, notamment en France, où il y a presque 50% de visionnement, donc je n'ose faire ça en créole, et notamment l'Afrique ne parle pas créole, mais il y a beaucoup de pays d'Afrique, c'est français qu'ils parlent. Alors que je fais cette émission pour mon peuple. Donc, et mon peuple, je sais que Haïti, oui, la majorité des gens ne parlent pas français, mais ceux qui peuvent aller sur Internet, de toute façon, ils ont une certaine connaissance en français. Et je peux dire qu'on n'est pas seulement en Haïti, on est partout dans le monde, et notre peuple, c'est beaucoup plus de manière mondiale. Donc c'est juste pour faire ce point. Mais comme nous avons dit, nous avons parlé dans le dernier numéro des 3 dernières batailles qui vont amener à l'indépendance, à la libération, à la liberté pour tous. Nous avons vu la bataille de la ravine à Couleuvre, la bataille de la crête à Pierrot, où Haïti a essuyé, Saint-Domingue a essuyé les 2 défaites. L'armée napoléonienne est vainqueur durant ces 2 dernières batailles qui s'étaient opposées du 2 février au 24 février pour ce qu'on appelle la bataille de la ravine à Couleuvre, et du 4 mars au 24 mars pour la bataille de la crête à Pierrot. Mais la toute dernière bataille qui n'est autre que ce qu'on appelle la bataille de Vertières, où l'humanité va respirer un autre air, c'est de cette bataille que nous allons parler. Cela ne va pas se faire en une seule émission, parce que nous aurons beaucoup à dire. Arrivé à ce stade-là, nous aurons beaucoup à dire. Et c'est là que cette émission va commencer à rentrer dans son vrai sens. C'est quoi l'idée de cette émission? Le but de cette rubrique, c'est que l'homme haïtien, c'est que l'homme en général commence à ouvrir les yeux sur ce lopin de terre qui se trouve au cœur de l'Amérique, sur ce peuple qu'on appelle le peuple le plus pauvre de l'Amérique, sur ce peuple qui est l'âme de l'Afrique en Amérique, sur ce peuple qui représente toute l'essence même de l'Afrique en Amérique, ce peuple Haïti. Haïti que
en dépit de ses exploits, en dépit de son exploit face à la plus grande armée des années 1800, est resté dans l'oubliette. Mais ceci, c'est un travail, on ne dit même pas, c'est dans l'oubli, mais c'est plutôt dans ce qu'on appelle dans l'occultation. L'homme blanc qui a été vaincu, l'Occident qui a été humilié en Haïti, a tout fait pour garder cette histoire dans les tiroirs. Et voilà pourquoi nous allons, et comme nous l'avons déjà commencé, mais nous allons approfondir cela. Ce n'est pas une émission pour les Haïtiens. Je vous ai dit, ça c'est une émission pour l'humanité. Et tant pis pour ceux qui ne le croient pas. Tant pis. Parce que je vous le dis, 1803, c'est comme la preuve pour vous montrer que l'humanité, le devenir de l'humanité, la liberté de l'humanité, le bonheur de l'humanité dépend de ce lopin de terre, dépend de ce peuple qui, soi-disant, est la paria de l'Occident, dépend de ce peuple qui n'est autre que nous les Haïtiens. Je ne vous dis pas cela du fait que je suis haïtien. Loin de là. Loin de là. Loin de là. On a essuyé 2 défaites face à la bataille dans cette guerre. Le général Leclerc a eu le dessus sur Toussaint Louverture. Ces 2 projets sont comme censés, selon l'itinéraire que Napoléon lui a confié, dans ses plans secrets, le général Leclerc arrive à terme en ce qui concerne 2 points. Soumettre les généraux, capturer Toussaint Louverture et le déporter. Mais il reste le 3e point. Le 3e point qui n'était autre que de rétablir l'esclavage. Le 3e point qui n'était autre que de reprendre Saint-Domingue. Mais pour Leclerc, c'était bien compté, mal calculé. Et comme Toussaint l'avait prédit, en me renversant à Saint-Domingue, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Ce tronc repoussera encore par ses racines, car ces racines-là sont profondes et nombreuses. En capturant Toussaint, en exilant Toussaint, en déportant Toussaint, l'armée française a commis la pire erreur stratégique, la pire erreur de son existence. Et pour cela, elle va payer le prix avec tiers. Cette histoire est occultée partout dans le monde, même chez nous en Haïti, parce que je vous le dis, il y a la France qui domine notre éducation à travers les frères chrétiens de l'instruction, FIC. Mais notre histoire est racontée par certains de nos historiens. Notre histoire est racontée par certains historiens qui ne sont pas des Haïtiens. Et même mieux connus que la majorité des Haïtiens. Voilà pourquoi, en entamant cette nouvelle trajectoire, nous allons voir ce que disent certains par rapport à cette histoire d'Haïti. Pour cela, il est important de voir, nous allons parler de certains Français historiens qui est exilé au Canada
à cause de son ouvrage intitulé L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti. C'est bien Jean-Pierre Le Glonec. Cet extrait que je vais vous lire, ça vient de son livre L'armée indigène d'Haïti. Pour commencer cet épisode, je vais vous lire cet extrait et rendez-vous compte. Rendez-vous compte. C'est pourquoi je vous ai dit cette émission. Après, je vais vous laisser une biographie où vous pouvez aller vous-même visiter. Consultez par vous-même. Et pour cela, pour commencer cette émission, nous allons crier comme notre Père. Nous allons crier comme notre héros. Nous allons crier comme François Capois, nommé Capois la mort, qui avait dit: en avant, en avant. Et de cet en avant, voici ce que vous allez découvrir. Depuis des semaines, il pleuvait dans le nord. Et pourtant, sur un simple signal de Dessalines, l'on vit des hommes, ces hommes à chapeau de paille, au avosac de peau de cabri, vêtus de haillons informes, souillés de boue, s'engager gaiement sur les routes défoncées du Cap et y traîner en chantant une nombreuse artillerie. Que chantait-il? Le mépris de la mort, car il réclamait qu'une chose: le droit de vivre libre ou de mourir. Que chantait-il? Le mépris de la mort, car il ne réclamait qu'une chose: le droit de vivre libre ou de mourir. C'est pourquoi nous avons crié liberté ou la mort. Le combat de Vertières, qu'il faudrait plus judicieusement appeler l'attaque générale des lignes du Cap, compte parmi les plus violents livrés dans la guerre de l'indépendance. Dans un dernier élan, nos titanaires lancés sur la ville, culbutaient à jamais les derniers représentants de 3 siècles de tyrannie, de barbarie occidentale. Ainsi se terminait, sur une note d'apothéose, le vendredi 18 novembre 1803, la guerre de l'indépendance, qui s'inscrit éblouissante au nom des grands exploits de l'humanité. Je ne dirais pas que les faits ne sont rien. Sans eux, il n'aurait pas d'histoire. Mais le plus important en histoire, ce n'est pas les faits. Ce sont les relations qui les unissent, la loi qui les régit, la dialectique qui les suscite. Le lecteur connaît probablement, même de manière précise ou seulement de nom, les batailles de Valmy en 1792 ou les batailles des plaines d'Abraham au Québec en 1759 ou celle d'Austerlitz, c'est la bataille avec l'Autriche en 1805, la bataille d'Ulm en 1805 encore, ou la bataille de Waterloo qui c'est entre la Belgique en 1815. Oui, le lecteur connaît probablement toutes ces batailles, même si c'est de manière imprécise ou même de nom. La majorité des gens connaît ces batailles. Peut-être a-t-il même entendu parler des grandes batailles de la guerre d'indépendance des États-Unis, comme
Bunker Hill en 1775, comme Concorde en 1775 encore, et ou la bataille de Yorktown en 1781. C'est des batailles états-uniennes. L'ère dite des révolutions est un champ d'études rêvé par les passionnés d'histoire et de culture militaire. Non seulement en raison de la multiplicité des combats, mais aussi du renouvellement des méthodes de guerre. Les batailles sur mer ou sur terre, en Europe, sur l'océan Atlantique, dans la mer des Caraïbes et dans les Amériques, remplissent les dictionnaires et les encyclopédies. Elles fascinent les historiens tout comme le grand public. Des plaques commémoratives rappellent ici et là le déroulement des faits, sans parler des reconstitutions historiques en costume d'époque qui scandent le temps de nos sociétés de mémoire. À ces batailles sont associés des personnages illustres ou censés l'être, comme George Washington qu'on prétend être illustre mais qui ne l'est pas, le comte de Rochambeau qui s'est fait humilier en Haïti, ou encore Napoléon qui a perdu toutes les colonies d'Amérique. Et des rituels rappelés par la culture cinématographique à travers notamment Hollywood. Oui, on présente toutes ces facettes des batailles de l'histoire. On les connaît. Ils sont tous dans les dictionnaires. Ils sont tous dans les encyclopédies. Des alignements d'hommes, l'arme au bras, des tirs de mousqueterie, des coups de canon et un certain brouillard de poudre, des corps qui tombent, et enfin, la victoire ou la défaite. Mais, tout ceci paraît bien connu. Toutes ces batailles paraissent bien connues à travers le monde. Mais qui en dehors d'Haïti, qui en dehors de la diaspora haïtienne et de rares historiens non haïtiens a déjà entendu parler de la bataille de Vertières? Aboutissement spectaculaire et sanglant de la guerre d'indépendance haïtienne qui voit la consécration de l'armée dite indigène dirigée par le général Jean-Jacques Dessalines. Qui en dehors d'Haïti ou de la diaspora ou de rares historiens non haïtiens a déjà entendu parler de cette bataille, la bataille de Vertières? Qui sait que cet effondrement a marqué la première, je dis la première, parce que ça s'est arrivé le 18 novembre 1803, et la pire? Pourquoi la pire? Parce que c'est la fin des colonies. Qui sait que cet effondrement a marqué la première et la pire défaite napoléonienne et qui a fissuré pour la première fois les assises de monde de terreur et de barbarie, où le corps noir était perçu comme une simple marchandise, comme un simple meuble domestique, comme de simples animaux? Qui le sait? Qui le sait? Le livre de Jean-Pierre Le Glonec, à savoir la défaite de Napoléon en Haïti, est né d'une rencontre avec cette date, le vendredi 18 novembre 1803. En cause, un ouvrage écrit par Marcel Dorigny, l'un des historiens français ayant le plus contribué ces dernières années à intégrer l'histoire d'Haïti et l'histoire coloniale à l'histoire de France. Le livre intitulé Révolte et Révolution en Europe et aux Amériques de 1773 à 1802 a été publié en 2004 dans le cadre de la préparation des étudiants français au concours de l'enseignement.
Marcel Dorigny insiste sur l'importance de la révolution haïtienne, qui, avec les révolutions françaises et états-uniennes, forme le socle d'une période mouvementée qui s'étend au milieu des années 1760 à la chute de l'Empire espagnol d'Amérique du Sud dans les 2 premières décennies du 19e siècle. Marcel Dorigny conclut en rappelant: ainsi, 1804 vit la naissance de la Seconde République indépendante du Nouveau Monde. Dans le sillage des révolutions des États-Unis de 1773 à 1783 et de la France de 1789 et 1799. Mais sur une base radicalement différente, puisque la révolution haïtienne, c'était la masse servile qui avait vaincu l'armée de Rochambeau napoléonienne à Vertières le vendredi 18 novembre 1803 au champ de la Marseillaise face aux troupes françaises médusées. L'armée d'Haïti, l'armée de la révolution haïtienne, l'armée dirigée par le général Jean-Jacques Dessalines a vaincu l'armée de Rochambeau, l'armée de Napoléon commandée par Rochambeau à Vertières le 18 novembre 1803 sous le chant de au son de la Marseillaise, en chantant la Marseillaise face aux troupes françaises médusées. Ça veut dire ébahi, stupéfait, étonné, époustouflé. Les Français sont restés bouche bée devant nos héros qui chantaient la Marseillaise. Et vous allez le voir plus loin. C'est quoi cette partie de la Marseillaise qui a stupéfait, qui a ébahi l'armée française? Aurais-je retenu le nom de Vertières et la date de la bataille qui porte ce nom sans ce détail musical livré entre parenthèses? En fin de cette phrase, aurais-je retenu le nom de Vertières? Selon Dorigny, les Noirs révoltés auraient chanté la Marseillaise. L'hymne révolutionnaire française sur la route du Cap français menant à l'ancienne habitation de Vertières. Dans les derniers moments d'une guerre d'indépendance hors du commun, après 2 défaites à la ravine, après avoir essuyé 2 défaites à la ravine, à Couleuvre et à Crête-à-Pierrot. Ce détail est repris 1 an plus tard sur le site d'un journal satirique toulonnais. Les mots de l'historien sont alors cités sans guillemets et sans référence. Puis sur le site de la section de Toulon de la Ligue des droits de l'homme, dans un article intitulé « La bataille de Vertières, le 18 novembre 1803 », vous connaissez? Il est ensuite recyclé sur divers sites internet, certains aujourd'hui disparus, et il est mentionné dans une thèse de doctorat soutenue en 2007, la bataille de Vertières. Il aurait été intéressant de sonder entre 2004 et 2007, période pendant laquelle la question des révoltes et révolutions a été au programme des concours français de l'enseignement en histoire, les étudiants qui utilisaient le manuel de Marcel Dorigny, le seul à mentionner la bataille de Vertières du 18 novembre 1803. Qui, une fois la lecture terminée, s'est souvenu de cette date et du chant des soldats noirs ce jour-là? Qui même a pris le temps de lire le texte jusqu'au bout de la parenthèse, d'en imaginer la portée symbolique? L'événement fallait-il la peine d'être mémorisé, puis qu'il tombait à l'extérieur de la période, puisqu'il tombait à l'extérieur de la période d'études, à savoir 1773 à 1802, prévu par le programme officiel? Devait-on le percevoir comme un simple épilogue d'anciens esclaves aux héritages culturels
divers. La plupart sont africains. D'autres sont nés à Saint-Domingue ou ailleurs dans le monde caribéen. Se serait approprié l'hymne national républicain au moment même où Napoléon le mettait sous surveillance en raison de sa symbolique subversive. L'ironie est grande. L'ironie est grande. Écoutez ceci. Voici ce que dit. Voici ce que dit l'hymne national républicain de la France, ce qu'on appelle la Marseillaise. Allons, enfants de la patrie, aux armes citoyens, que sang impur abreuvent nos sillons. Allons, enfants de la patrie, aux armes citoyens, que sang impur abreuvent nos sillons. On peut en effet imaginer la stupeur des soldats napoléoniens, soudainement conscients que le sang impur de la chanson révolutionnaire est le leur, et que leur combat est tout sauf légitime. En lançant ce cri, en lançant ce chant de la Marseillaise à l'un enfant de la patrie, ça c'est nos héros, nos soldats nègres de Saint-Domingue qui ont repris la Marseillaise entre les mains des Français pour dire: allons, enfants de la patrie, aux armes citoyens, que sang impur abreuve nos sillons. Et Marcel Dorigny de conclure à dire: on peut en effet imaginer la stupeur des soldats napoléoniens, soudainement conscients que le sang impur de la chanson révolutionnaire est le leur, et que leur combat est tout sauf légitime. N'est-ce pas d'ailleurs essentiellement ce qu'exprime dans ses mémoires un témoin de la guerre d'indépendance, à savoir le soldat Philippe Baudouin. Philippe Baudouin a relaté ceci: ils, à savoir les Noirs révoltés de Saint-Domingue, se battent pour une cause plus noble que la nôtre. Parole de soldat napoléonien Philippe Baudouin. Au commencement de la Révolution, on leur a donné la liberté, et maintenant on va leur ôter. Au commencement de la Révolution, on leur a donné la liberté, et maintenant on va leur ôter, déclare Philippe Baudouin. Mis à part le fait que les esclaves de Saint-Domingue n'ont pas attendu qu'on leur octroie leur liberté, Baudouin voit juste. L'esclavage est bien aboli dans les colonies françaises en 1792. Et les esclaves sont reconnus alors comme des citoyens français à part entière. Napoléon et ses conseillers espèrent bien rétablir l'esclavage à Saint-Domingue en 1802. C'était ça la mission de Leclerc, comme il l'a fait en Guadeloupe. On comprend donc aisément que les soldats français s'interrogent et soient médusés le 18 novembre 1803. Pourquoi? L'appropriation ce jour-là de la Marseillaise par les insurgés noirs n'est-elle pas le signe tangible de la supériorité morale de leur combat? L'appropriation ce jour-là de la Marseillaise par les insurgés noirs n'est-elle pas le signe tangible de la supériorité morale de leur combat? Qui sont finalement les héritiers de Diderot? Qui sont finalement les héritiers de Condorcet? Qui sont finalement les héritiers de Montesquieu? Sont-ils français ou plutôt haïtiens? Qui sont véritablement citoyens libres et égaux en droit? Sont-ils français ou plutôt haïtiens? Qui sont les véritables esclaves à partir de 18 novembre 1803? Les Haïtiens ou plutôt les Français? Qui sont devenus les maîtres
à partir du 19 novembre 1803, le système colonialiste, les Blancs ou Saint-Domingue et les Noirs en général. Cette interprétation de la Marseillaise sur les pentes du Morne du Cap français a-t-elle été fidèle aux paroles originales? A-t-elle été chantée en créole ou en français? Tous les soldats l'ont-ils entonné ou certains lui ont-ils préféré des chants traditionnels africains ou haïtiens? Des chants vaudous peut-être? Des couplets a-t-on chanté? Les Français se sont-ils tués ou ont-ils renchéri en lançant un chant de gloire à Napoléon? À l'issue de cette journée terrifiante et humiliante pour les Français et glorieuse et libératrice pour les Haïtiens et pour l'humanité tout entière, l'homme sensé, dans sa véritable nature angélique, finit par retrancher le vrai du faux, finit par retrancher le bien du mal, finit par retrancher la lumière des ténèbres. La civilité par rapport à la barbarie. Voilà la fierté du peuple haïtien. Voilà la fierté des peuples noirs. Et de tout être conscient de sa nature humaine. 19 novembre 1803. Au point que le poète français Jean-Théodore Descoutilles disait: le sang le plus beau a formé ce peuple. Il semble que la nature ait perfectionné tout particulièrement son mode générateur dans leur forme noble et gracieuse. Le sang le plus beau a formé ce peuple. Il semble que la nature ait perfectionné tout particulièrement son mode générateur dans leur forme noble et gracieuse. De conclure, puisque nous allons faire cet épisode, nous allons parler de Vertières en deux épisodes pour ce numéro. Nous allons voir le prochain numéro bientôt. Mais pour vous dire, mes chers bien-aimés frères qui écoutent cette émission, Haïtiens que vous soyez, Jamaïcains que vous soyez, Africains en général que vous soyez, Noirs que vous soyez, humains, lorsque je parle d'humains, je parle de l'humanité. Je ne parle pas des gens qui sont déformés. Je ne parle pas des gens qui sont hybridés. Je parle du vrai être humain. Posez-vous la question. Que serait ce monde au moment où je vous parle? Au moment où je vous parle, où vous êtes en train de regarder cette émission. Renseignez-vous de ce qui se passe actuellement dans ce monde. Mais imaginez un instant, un seul instant, qu'il n'y aurait pas eu 18 novembre 1803. Imaginez un seul instant que c'était l'armée napoléonienne qui était vainqueur ce 18 novembre 1803 en Haïti. Est-ce que vous avez pris le temps de réfléchir et vous poser cette question? Que serait ce monde au moment même où je vous parle? Que serait l'homme noir au moment même où je vous parle? 118 novembre 1803, vous les noirs de par le monde, que seriez-vous? Voilà pourquoi l'homme blanc ne veut pas que vous connaissiez cette histoire d'Haïti. Vous vous vaquez à vos activités.
Vous voyagez partout, visitez le monde. Mais à chaque fois que vous essayez de penser à Haïti, l'homme blanc vous projette une image d'Haïti pour vous dire, mais est-ce que vous êtes fou? Pourquoi vous pensez aller en Haïti, là où il n'y a que des animaux? C'est ça que l'homme blanc vous dit. Pourquoi vous allez en Haïti, là où l'insécurité est la plus élevée dans le monde? C'est ça que l'homme blanc vous dit. Pourquoi vous allez en Haïti, là où la misère est la plus élevée dans le monde? C'est ça que l'homme blanc vous dit. Pourquoi vous allez en Haïti? Mais est-ce que vous vous posez la question, pourquoi Haïti est devenue une république des ONG? N'est-ce pas ces mêmes blancs qui nous traitent de pays pauvres, qui nous traitent de pays de sécurité, qui nous traitent de pays de misère? N'est-ce pas eux qui sont en train de même déménager chez eux pour aller habiter en Haïti? J'ai vécu cette expérience en mai, en avril, en février 2015. J'ai rencontré un Québécois qui allait en Haïti. On a fait connaissance. Je retournais en mai, j'ai rencontré cet homme encore qui va entrer en Haïti. Lorsque je lui demande mais qu'est-ce qui se passe? Il m'a dit qu'il avait entré pour déménager. Pourquoi? Parce qu'il va habiter en Haïti. Maintenant, ce sont ces gens-là qui vous disent maintenant que nous sommes les parias de ce monde. Parce que ils savent très bien qui nous sommes. Ils savent très bien c'est quoi cette terre. C'est juste une parenthèse. Parce que ce n'est pas encore une conclusion. Mais c'est juste pour vous dire, réveillez-vous. Réveillez-vous. Parce que le moment va arriver. Le moment de se réveiller. Le moment où l'homme blanc doit cesser de nous garder dans l'ignorance. Le moment où notre histoire cessera d'être occultée, d'être gardée secrète par l'homme blanc, d'être falsifiée par les institutions, les écoles congréganistes qui sont en Haïti, les frères de l'institution chrétienne, l'église catholique, l'église protestante. Le moment va arriver. Seriez-vous prêts? Auriez-vous aussi assez de connaissances pour savoir qui vous êtes, pour savoir le rôle que Haïti a comme responsabilité dans ce monde? Que vous soyez blanc ou noir, je vous dis, votre liberté dépend d'Haïti. 18 novembre 1803 n'a pas été fait pour les Haïtiens. 18 novembre 1803 n'a pas été fait pour les Noirs. 18 novembre 1803 a été fait pour l'humanité. Nous verrons cela dans le prochain numéro pour la suite sur la bataille de Vertières. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple. Car un peuple sans histoire, c'est un peuple sans âme. Il est urgent, nécessaire et même urgent que nos responsables, que nos hommes de lettres, nos hommes de science, nos hommes d'histoire commencent à se réapproprier de la réécriture, de l'historiographie de notre histoire, de notre propre histoire. Car le temps où nous sommes, c'est un temps de tempête. Le temps où nous sommes, c'est un temps de grand malheur. Il est dangereux de laisser à l'ennemi la clé de notre histoire. Il est dangereux, il est de notre malheur de laisser à l'ennemi les plumes qui doivent écrire notre histoire à nous. Si Haïti
est l'âme de l'Afrique en Amérique, je vous dis, si l'homme a pris naissance en Amérique, si l'homme a pris naissance en Afrique, si tout homme est né en Afrique, la renaissance de tout homme devrait être en Haïti. La renaissance de tout homme, ça va se faire en Haïti. Nous sommes le peuple de la liberté. Nous sommes le peuple des droits et de l'égalité pour tous. Nous sommes le peuple. Nous sommes le peuple de Ya, le leader, le chef. Haïti chéri, bonjour, bonsoir. Ou pas Capéry. À bientôt. Valmy, Austerlitz, Ulm, Waterloo, autant de batailles dont les noms nous sont familiers, mais qui, en dehors d'Haïti, a déjà entendu parler de la bataille de Vertières, point d'aboutissement spectaculaire et sanglant de la guerre d'indépendance haïtienne. Bonsoir Jean-Pierre Le Glonec, merci d'être avec nous. Vous êtes historien, vous êtes professeur à l'université de Sherbrooke, c'est au Canada, vous enseignez l'histoire d'Haïti et des Amériques noires notamment. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti. Le livre est publié aux éditions Luxe. Alors, vous penchez donc sur cet épisode méconnu de l'histoire de France et de l'histoire d'Haïti. Racontez-nous la bataille de Vertières. La tâche est impossible. L'histoire de la bataille a été racontée par le plus grand historien haïtien du XIXe siècle, Thomas Madiou, à la façon romantique, à la façon Michelet. Et Madiou a alors tout dit. Je ne suis pas sûr qu'il s'est appuyé sur des sources, mais il a tout dit. Finalement, le 18 novembre 1803, c'est vraiment l'acte final de la guerre d'indépendance. Et la bataille, la toute dernière bataille du être qui accompagne, qui chevauche les héros de l'armée que l'on appelle l'armée indigène. L'armée de libération haïtienne est dirigée par le général Jean-Jacques Dessalines et on l'appelle donc armée indigène ou armée des Incas, ça dépend des expressions. Cette bataille n'est pas marquée. Le soir, il n'y a pas vraiment de vainqueur ou de vaincu. Mais ce qui est certain, c'est que dans la nuit du 18 au 19 novembre, le fort de Vertières est évacué par Rochambeau et c'est la fin d'un rêve de résurgence finalement d'un monde colonial français. Ce rêve est le rêve napoléonien. Il s'effondre le soir du 18 novembre 1803. En quoi est-ce, selon vous, un moment clé de l'histoire de ces deux pays? C'est un moment clé puisque le 18 novembre 1803, la plus belle colonie du monde atlantique français, la plus belle colonie du monde atlantique en général, s'effondre. Et il n'y aura plus jamais d'esclavage à Saint-Domingue ou en Haïti. Donc c'est un moment très important pour l'histoire d'Haïti et pour l'histoire de France, mais aussi pour l'histoire du monde moderne. Puisque ce qui se passe ce soir-là, c'est toute l'idée esclavagiste, et c'est le dogme de la race, qui est battu en brèche par des citoyens, et aussi des citoyennes, puisque les femmes sont présentes sur la scène le jour de la bataille. L'idée de race, l'idée d'esclavage racial est battue en brèche, et à la place, ce qui triomphe le 18 novembre 1803, c'est le droit à la vie, le droit à la liberté et le droit à la citoyenneté. Il s'inspire en fait des idéaux de la Révolution française. Alors qui s'inspire de qui? On pourrait dire l'inverse. On pourrait dire finalement que les Français se sont peut-être aussi inspirés de la lutte des esclaves de Saint-Domingue, qui se révoltent à partir de 1791 et qui obtiennent leur liberté. Ils n'attendent pas qu'on leur donne la liberté. L'esclavage est aboli, certes, en 1794 en France, mais il est aboli parce que les esclaves eux-mêmes à Saint-Domingue sont allés chercher leur liberté au terme d'une résistance héroïque. Qu'est-ce qui va découler de cette page de l'histoire? Quelles sont les conséquences concrètement? Alors, j'ai envie d'insister ici sur les conséquences d'ordre mémoriel. La conséquence principale en France, c'est que la bataille de Vertières n'existe pas. Le mot Vertières est un mot qui n'existe pas dans l'histoire et la mémoire française, et j'encourage tous ceux qui nous regardent à ouvrir leur dictionnaire des noms propres et à chercher le mot Vertières. Vertières n'existe pas. Cette défaite a été occultée, elle a été effacée. Elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce que finalement, la plus puissante armée française, la plus puissante armée du moment est défaite par une troupe d'anciens esclaves qui ne doivent pas être citoyens selon les généraux français, selon Napoléon. Vous parlez aussi dans votre livre de l'élite au pouvoir en Haïti qui, elle aussi, a voulu quelque part masquer cet épisode de l'histoire. Expliquez-nous. Alors c'est une longue histoire, mais dans les faits, en effet, la bataille de Vertières n'est pas
commémorée en Haïti avant les années 1930 environ. Ce qui se passe au XIXe siècle, c'est qu'il y a une lutte de pouvoir entre les différents chefs d'État haïtiens qui cherchent d'abord à cultiver leur propre culte. Donc évidemment, vous comprendrez bien qu'il est difficile de faire une place à des héros ordinaires comme les héros de la toute dernière bataille de la guerre d'indépendance si tous les chefs d'État cherchent d'abord à entrer eux-mêmes dans le panthéon haïtien. Au XXe siècle, Vertières commence à être reconnue comme un moment important dans l'histoire d'Haïti à la faveur de l'occupation américaine du pays. À partir du moment où il y a un nouvel occupant, eh bien, on ressort les héros de Vertières du placard historique et pour mobiliser, c'est ça, pour mobiliser. Mais Vertières est un symbole de résistance populaire, encore aujourd'hui en Haïti. Oui. Alors justement, beaucoup d'Haïtiens ont connaissance de cette histoire et ils pensent, et pas seulement d'ailleurs les Haïtiens, que ce pays continue de payer aujourd'hui le prix de son indépendance. Est-ce que c'est un sentiment que vous partagez, vous qui travaillez sur cette page de l'histoire? Certainement, certainement. Vertières est un moment scandaleux, alors que c'est un moment d'histoire de France. C'est qu'il se passe là quelque chose d'impensable. Et qu'est-ce qui est impensable? C'est le renversement de la relation esclavagiste. Première République noire? Première République noire, mais ça va bien au-delà. Le 18 novembre 1803, les maîtres deviennent les esclaves et les esclaves deviennent les maîtres. C'est impensable. C'est bien pire qu'une défaite à Waterloo ou en Russie. Alors voilà en grande partie pourquoi cette bataille continue à être occultée. Jean-Pierre Le Glonec, l'armée indigène, la défaite de Napoléon en Haïti, à lire absolument si vous êtes passionné d'histoire et si vous voulez connaître une partie de l'histoire de France et d'Haïti. Merci à vous d'avoir témoigné dans 64 minutes.